rejetée par sa famille, traitée de menteuse, trahie par tout le monde. Et pourtant, elle s'est battue, pour sa fille, pour survivre. Mais quand sa fille, des années plus tard, rentre de l'école en pleurant, ils m'ont dit que je suis la fille d'un terroriste. C'est là qu'Amira décide de changer le destin. Cette histoire, c'est une leçon, une blessure, une vérité que beaucoup vivent, mais que peu osent raconter. Je m'appelle Amira, je viens de Tipaza. J'ai grandi dans une petite famille pleine d'amour et de tendresse. Il y avait ma sœur, mon père, ma mère et ma grand-mère. Mon père occupait un poste important dans l'État et ma mère était enseignante. On a été élevés dans le confort, le respect et la douceur. Tout ce qu'on demandait, on l'avait. On vivait bien, grâce à Dieu. J'étais une élève brillante. J'ai décroché mon bac avec une excellente moyenne. Et j'ai intégré la faculté de médecine. Pendant mes études, il y avait un garçon, Tarek, qui était toujours classé parmi les premiers avec moi. Il y avait une sorte de rivalité entre nous. Je l'observais souvent en train d'étudier, de préparer ses cours, ses recherches. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais peu à peu, je me suis attachée à lui. Je me suis mise à lui écrire des lettres. Et avec le temps, on a compris qu'on s'aimait. C'était un amour pur, sincère, un amour propre, sans rien de malsain. À travers nos lettres, on s'était promis le mariage. Les prétendants se faisaient de plus en plus nombreux. Et moi, je refusais tous les autres. Je n'avais Dieu que pour lui. Je lui ai dit, on attend l'année de la remise des diplômes et après, on se marie. C'était en 1991. Puis un jour, je lui ai parlé de tous ces hommes qui venaient demander ma main. Il m'a répondu, c'est fini. Je viens te demander officiellement en mariage. Cette nuit-là, j'étais folle de joie. Je réfléchissais à la façon dont j'allais l'annoncer à ma mère. Mais je n'ai pas osé lui en parler directement. Alors je me suis confiée à ma grand-mère. C'est elle qui l'a dit à ma mère. Ma mère a simplement répondu « Dis-leur de venir demain ». Le lendemain, il n'y avait pas de téléphone à la maison, juste un fax chez la voisine. C'est elle qui a passé le mot à sa famille. Et ils sont venus. Sa mère, sa sœur, sa tante. Ils sont tous venus me demander en mariage. Je les ai accueillis bien habillés, coiffés, maquillés, souriantes. Je leur ai fait bonne impression. Son père, son oncle et un ami de la famille sont restés avec mon père pour discuter. Ils ont parlé calmement, puis ils sont partis et mon père a refermé la porte derrière eux. Puis il est venu nous rejoindre. Ma grand-mère lui a demandé « Alors, qu'en dis-tu » Il a répondu d'un ton sec « Non, je ne suis pas d'accord. » Ma grand-mère, surprise, lui a dit « Pourquoi ? Elle l'aime et elle est prête à l'épouser. » Et il a dit « Son père vit dans une maison avec 6 garçons et 2 filles, tous dans le même toit. Et maintenant que son fils est diplômé, il veut l'y installer avec ma fille ? Ma fille travaille. Elle est instruite. Elle mérite mieux. Quand elle voudra se marier, ce sera avec un homme qui prendra soin d'elle, pas qui l'emmènera vivre à 8 sous le même toit. » Elle lui a répondu « Mais elle l'aime, elle l'a choisi. » Et lui, froidement, « Moi, je sais ce qui est dans son intérêt. » Cette nuit-là, je me suis effondrée psychologiquement. Je me suis enfermée dans ma chambre. Je me suis lamentée sur mon sort. J'ai pleuré mon destin. Pourquoi fallait-il que ça tombe sur moi ? Pourquoi l'homme que j'aimais, celui avec qui je voulais finir ma vie, pourquoi mon père refusait-il ? Le lendemain, Tarek m'a appelé discrètement depuis chez sa voisine. Je n'arrivais même pas à parler. Je faisais que pleurer. Il avait tout compris. Il m'a dit « On trouvera une solution ». Depuis ce jour-là, il m'appelait de temps en temps. On parlait quelques instants en cachette, à l'abri des oreilles de ma famille. L'année 1993 est arrivée, et avec elle, un vent noir a soufflé sur le pays.
On entendait parler de mort, d'enlèvement, de disparition. Le pays s'effondrait peu à peu, englouti dans une peur qu'on n'avait jamais connue. On ne sortait de la maison que si c'était vraiment nécessaire. Dès la fin de l'après-midi, on fermait les portes à double tour et on laissait les chiens dehors pour veiller sur la maison. Un jour, tout est devenu silence. Plus de lettres, plus d'appels, pas de nouvelles, rien. J'ai essayé d'appeler chez la voisine. C'était la seule qui avait un fax. Elle passait mes messages, mais la réponse était toujours la même. Il n'y a aucun signe. On ne sait pas où il est. Un jour, je n'ai pas pu tenir. J'ai demandé à la voisine d'essayer encore une fois. Et en discutant avec elle, je l'ai suppliée de me dire la vérité. Où est Tarek ? Il est parti dans la montagne. Cette phrase m'a transpercée comme une lame. Je me suis mise à pleurer des larmes de sang. Comment avait-il pu me laisser ? Comment avait-il pu tout abandonner et partir là-haut avec ceux dont tout le monde parlait à voix basse ? Je me souvenais des rumeurs. Certains disaient que même des filles montaient dans la montagne, rejoignaient les maquis. Et là, mon cœur a commencé à se consumer de jalousie et de rage. Je ne pouvais pas croire que Tarek, mon Tarek, soit avec d'autres filles là-bas, qu'il ait oublié notre amour, nos promesses. J'ai rappelé la voisine. « Dis-moi, est-ce qu'il redescend parfois ? Est-ce qu'il revient en village ? » Parfois, la nuit. Il passe vite. Personne ne le voit vraiment. Je lui ai dit « S'il revient, préviens-moi. Je t'en supplie. » Quelques jours plus tard, il m'a appelé. Sa voix, elle n'avait plus rien d'innocent. Elle était froide, dure, enragée. Il m'a dit « Je suis dans la montagne. Je combats le tagout. » Je n'arrivais même plus à respirer. « Et moi ? Moi, je suis là. Je meurs sans toi. Tu m'as laissé seule. » Il m'a répondu « Je vais venir te chercher. Je vais te prendre avec moi. Prépare-toi. » Il m'a dit un lieu, un moment. « Rejoins-moi chez mes parents. Je t'emmènerai. » Je lui ai dit « D'accord. » Mais après avoir raccroché, je me suis effondrée. Je pleurais sans m'arrêter. Je me sentais coincée entre deux feux. Mon amour pour lui et l'attachement à ma famille. Comment pouvais-je abandonner ma mère, mon père, ma sœur et surtout ma grand-mère ? C'est elle qui nous a élevés. Elle s'est tant sacrifiée pour nous. Les jours ont passé. J'ai prié. J'ai fait la prière de l'istikhara pour demander un signe. Et cette nuit-là, j'ai fait un rêve étrange. Un rêve pesant, angoissant. Un rêve qui me murmurait « N'y va pas ». Mais malgré tout, je suis partie. C'était un vendredi matin. J'ai quitté la maison en disant que j'allais chez mon oncle pour prendre un peu l'air. J'ai pris le bus, le cœur battant. Arrivé dans son quartier, je suis descendue devant sa maison. J'ai frappé. Sa mère m'a ouverte. Elle a été choquée. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je lui ai expliqué que son fils m'avait appelé, qu'il m'avait dit de venir. Elle s'est mise à me secouer, à pleurer presque. « Ma fille, retourne chez toi. Tu vas gâcher ta vie. Tu vas tout perdre. » Elle a essayé de me convaincre, de me raisonner. Mais moi, c'était comme si je n'étais plus moi-même. Comme si j'étais déjà loin, absente de mon propre destin. Il est venu cette nuit-là, comme il l'avait promis. Il m'a fait monter dans un camion, à l'arrière, sans fenêtre. On ne voyait rien. Juste les secousses de la route, les chaos qui faisaient trembler mon corps et mon cœur. Après un long moment, le camion s'est arrêté. On est descendu. Puis, on a marché. Longtemps. Je ne savais pas du tout où on était. Une forêt, une montagne, aucun repère. Juste le noir, le froid et le bruit de mes pas tremblants. Au bout d'un moment, on est arrivé devant une sorte de grotte. Et là, j'ai eu la peur de ma vie. Des hommes étaient là, autour du feu, sales,
débraillés, le visage sombre. Ils ressemblaient à des êtres sortis d'un autre monde, une tribu sans nom, sans cœur. Tout était misérable, sale, lugubre. J'étais figé par la peur. Tarek m'a amené à l'intérieur, devant un homme qu'ils appelaient l'émir. Il lui a dit « C'est elle, celle dont je t'ai parlé. » L'homme m'a regardé et a demandé « Comment tu t'appelles ?» J'ai répondu d'une voix à peine audible « Amira ». Il s'est mis à rire, un rire long, glacial, humiliant. « C'est moi l'émir ici, pas toi. Change-lui son nom. » Et Tarek m'a alors dit « À partir d'aujourd'hui, c'est ici ta maison. Ce trou, cette grotte, ce cauchemar, c'est ta vie maintenant. » Je l'ai regardé, le cœur en miettes. Je ne peux pas vivre ici. Tout est sale, il fait froid. Je veux rentrer chez moi. Il s'est mis à rire, encore. Trop tard. T'es ma femme maintenant. Et il n'y a aucune chance que tu repartes. On a déjà dit à ta famille que t'étais montée à la montagne. Je me suis mise à pleurer. Maman, maman, pourquoi j'ai fait ça? Il s'est jeté sur moi, avec une violence inhumaine. Il m'a frappée. Tais-toi! À partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Ton père voulait pas de moi? Je vais te montrer ce que ça veut dire un homme. Il m'a... Je n'ai repris conscience que plus tard. Une vieille femme était à mon chevet. Elle posait des compresses sur mon front. Ma fille, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas d'ici. Tu viens d'une bonne famille, ça se voit. Je lui ai raconté tout, chaque détail. Elle m'a regardée, pleine de compassion. Tu n'as pas le choix. Tiens bon, supporte. C'est tout ce que tu peux faire maintenant. La nuit, il est revenu. Il m'a dit « Je vais chercher de l'eau. Je reviendrai au matin. » Je n'ai même pas répondu. J'étais anéanti, le corps brisé, l'âme absente. Quand il est revenu au matin, il m'a réveillé brutalement. « Lève-toi. Change-toi. J'ai besoin de toi pour soigner les blessés. » Je me suis levée mécaniquement. J'ai commencé à soigner des hommes que je ne connaissais pas, avec le cœur vide. Je faisais ce qu'on me disait. Je voulais juste survivre. Plus tard, il est revenu me voir. Il m'a tendu quelque chose à manger. « Ma gazelle, tu n'as rien avalé depuis hier. Mange. » Je l'ai regardé avec dégoût. Je n'ai rien pris. Il est reparti. La vieille femme est revenue. Elle m'a dit doucement « Il t'aime. » C'est peut-être le seul ici qui ait encore un soupçon d'humanité. Et peut-être le seul qui puisse t'aider à t'enfuir. Les mois ont passé. Je suis restée là-bas, dans cette montagne, prisonnière d'un mensonge. J'ai joué la comédie. Je lui ai fait croire que j'étais apaisée, que j'acceptais cette vie. Je lui ai dit qu'ils avaient raison, que leur combat était juste. Je lui ai laissé croire que je l'aimais. Je voulais juste survivre, juste gagner sa confiance et protéger l'enfant que je portais. Oui, j'étais enceinte. Et malgré tout, je pleurais chaque nuit pour ma mère, pour ma famille, pour ma vie d'avant. Le jour de l'accouchement est arrivé. C'était l'enfer. Les douleurs étaient insupportables. Je saignais beaucoup. Il a eu peur que je meure. Il m'a porté lui-même. Il m'a descendu en urgence et il m'a déposé devant un hôpital en pleine nuit. Le lendemain, il était reparti, disparu. Quand je me suis réveillée, j'étais dans une chambre d'hôpital. Une infirmière m'a dit « On vous a trouvé devant l'hôpital hier soir. Vous avez accouché d'une petite fille, magnifique, Masha'Allah. Donnez-nous votre carte d'identité ou votre livret de famille. » Je ne savais même pas où j'étais. Où suis-je? Quelle ville? Vous êtes à Médéa. J'ai paniqué. Appelez la police. Je veux leur parler. Quand ils sont venus, je leur ai raconté une version allégée de mon histoire. Je n'ai pas dit que j'étais montée en montagne de mon plein gré. J'ai raconté
que j'étais partie voir ma tante, que j'avais rencontré un homme qui m'avait proposé le mariage. Mes parents n'étaient pas d'accord, alors je suis montée avec lui pour parler. Mais il m'a droguée et je me suis réveillée dans la montagne. Je voulais juste sauver ma peau. Ils ont fini par m'envoyer au centre social. Là-bas, j'ai encore raconté la même version. Ils ont contacté ma famille. Mais mon père a répondu: Je n'ai pas de fille. Ma fille est morte. J'ai pris ma fille dans mes bras et je suis allée chez ma tante. Quand elle m'a vue, elle a eu un choc. Elle m'a accueillie, tremblante, les larmes aux yeux. Je lui ai demandé: Et maman? Et grand-mère? Où sont-elles? Elle m'a dit que le malheur s'était abattu sur elle. Ma grand-mère était tombée gravement malade après ma disparition. Ma mère pleurait jour et nuit, en pensant que j'étais morte ou perdue à jamais. Je veux les voir, je veux les revoir. Elle a appelé discrètement, et quelques jours plus tard, elles sont venues. Quand ma mère est entrée, elle a couru vers moi, m'a prise dans ses bras, m'a serrée, pleuré, embrassée. Ma sœur aussi. On pleurait tous, ensemble, comme des enfants perdus qui se retrouvent. Mais, quand j'ai voulu leur tendre ma fille, leur petite fille, ma mère a reculé. C'est une fille du péché. On ne peut pas l'accepter. Les gens pensent que t'es en France. On a fait croire à tout le monde que t'étais parti loin pour cacher la honte. Dépose-la à l'hôpital et on verra ensuite avec ton père si tu peux revenir avec nous. Mais moi, je ne pouvais pas l'abandonner. Jamais. C'était ma fille, ma vie, mon seul lien à la lumière. Ils sont repartis. Et moi, je suis restée, seule, avec mon bébé dans les bras, sans avenir, sans nom, sans papier. J'ai commencé à chercher du travail. Mais dès qu'on apprenait que j'avais vécu dans les montagnes, on me fermait la porte au nez. J'ai vu une annonce. Une famille cherchait une aide-soignante à domicile pour s'occuper d'une vieille dame. Je suis allée les voir. J'ai expliqué ma situation. Je leur ai dit: le père de ma fille a été tué par des terroristes. Je suis seule, mais je veux juste travailler et élever ma fille. Ils ont accepté. Pendant 3 ans, j'ai vécu là-bas. Je travaillais jour et nuit, et je cachais ma fille dès que des proches de la famille passaient. Je la cachais comme un secret trop lourd à porter, mais trop précieux pour le laisser s'envoler. Je ne vivais plus, je survivais. Le temps a passé. Le pays commençait à panser ses plaies. Bouteflika est arrivé au pouvoir. La réconciliation nationale a été lancée et la guerre a commencé à s'éteindre, lentement, très lentement. Un jour, ma mère m'appelle. Amira, Tarek te cherche. Il a bénéficié de l'amnistie. Il dit qu'il veut se racheter, qu'il veut te prendre comme épouse et surtout reconnaître sa fille. J'étais figée. Comment? Après tout ce qu'il m'a fait? Mais ma mère a insisté. Tu veux laisser ta fille sans nom, sans père? Quand elle grandira, comment vas-tu lui expliquer? J'ai pleuré, j'ai réfléchi, j'ai prié et j'ai accepté. On s'est mariés. Tarek m'a trouvé un petit logement. Il travaillait au marché. Mais entre nous, il n'y avait rien. Rien que du passé, de la douleur, du silence. Il avait détruit ma vie. J'étais là seulement pour ma fille. Les années ont passé. Ma fille a grandi. Elle est entrée à l'école. J'étais fière, c'était ma lumière, mon espoir. Mais un jour, elle rentre en larmes. Maman, à l'école, ils disent que papa est un terroriste. Et moi, je suis la fille d'un terroriste. J'ai senti mon cœur exploser. Je l'ai serré fort dans mes bras. Pardon, ma fille, c'est ma faute si tu portes ce fardeau. Je l'ai retirée de l'école. Je ne voulais plus la voir souffrir à cause de mes choix. J'ai prié. Encore. Et cette fois, j'ai pris une vraie décision. Je suis allée chez mon père. Je me suis agenouillée. J'ai pleuré. Papa, je t'en supplie, pardonne-moi. Je suis brisée. J'ai besoin de toi.
Si toi tu ne me pardonnes pas, ni Dieu ni la vie ne me pardonneront. Il m'a regardé. Et j'ai obéi. J'ai tout quitté. Mon père m'a fait les papiers, une demande de visa, et en 2004, j'ai quitté l'Algérie, avec ma fille. Un nouvel exil, mais cette fois, choisi. Je ne suis revenu qu'en 2017. Ma relation avec ma famille s'est doucement réparée. Ils ne m'ont pas complètement pardonné, mais ils m'ont réintégré. Ils ont reconnu ma souffrance. Ma fille est devenue une femme. Quant à moi, je suis devenue infirmière. J'aurais pu être médecin, si la vie m'avait laissé le choix. Mais j'ai appris à être utile autrement. Voilà, c'est mon histoire, celle de ma fille, celle d'une mère qui a mis au monde une enfant dans la douleur et la honte, et qui s'est battue pour la lumière. Et encore, je ne vous ai pas tout dit. Je ne vous ai pas raconté ce que j'ai vécu dans la montagne, ni comment j'ai survécu là-bas, ni tout ce que j'ai subi. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est ceci. Ne jamais désobéir à ses parents. Ce qu'ils vous interdisent, c'est rarement par méchanceté. Ils voient plus loin que vous. Ils sentent le danger avant qu'il n'arrive. Mon père avait raison. Ce garçon n'était pas bon pour moi. Je n'ai pas écouté. Et j'ai payé le prix fort. Aujourd'hui, je remercie Dieu de m'avoir laissée vivante, puis pouvoir vous transmettre ce message. Dernière pensée. Nous disons souvent, nos parents ne savent rien. Ce sont des idées d'un autre temps. Mais c'est faux. Nos parents savent. Même analphabètes. Même vivant dans les montagnes, sans livres, sans école. Ils lisent la vie mieux que nous tous. Alors que Dieu nous pardonne et leur accorde sa satisfaction. Et que personne n'oublie, le cœur d'une mère et la sagesse d'un père valent plus que toutes les leçons de ce monde. Si vous avez aimé l'histoire d'Amira, abonnez-vous à la chaîne Voix du passé pour ne rien rater des prochaines histoires. Partagez cette histoire avec vos proches, elle pourrait toucher des cœurs ou même aider quelqu'un à se sentir moins seul. Et dites-nous en commentaire, qu'avez-vous pensé du choix d'Amira de rejoindre Tarek? Est-ce que, selon vous, suivre son cœur est parfois une bonne décision ou une erreur? Et si vous aussi, vous avez une histoire forte, comme celle d'Amira, et que vous souhaitez être entendu, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire. On est là pour vous écouter. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle histoire vraie.